même si le brief est très précis. Je me rappelle d'une DA un jour, pour une grande marque, c'est toujours impressionnant parce que tu as de la pression quand même quand c'est des gros shootings, qui m'a dit: «Mais voilà, on veut ça, c'est hyper précis, mais on veut du Franck Hamel. Donc il faut que tu arrives à mettre ta patte». Quand j'étais en Roumanie, que mon activité photo était un peu calme, je faisais des sites internet, en parallèle et j'ai toujours, cru en cet outil de communication, en fait. Pour moi, internet est un super outil de communication, heu, économique pour des indépendants comme nous. Alors le risque, c'est de s'enfermer, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'après, ben, du coup, c'est plus dur d'en sortir, mais mais si tu veux qu'on fasse appel à toi, il faut justement avoir, une valeur ajoutée, il faut avoir une différence par rapport à l'autre photographe, en fait. On parle souvent du succès, mais on parle très rarement du travail qu'il y a avant. On parle effectivement très peu des choix qui forgent, des doutes qui freinent, des erreurs qui apprennent et des déclics qui changent tout. Eh bien ça va changer. Bienvenue dans Pourquoi. C'est François et avec ce podcast, je veux explorer les trajectoires de celles et de ceux qui font, qui dirigent, qui inventent et qui construisent. Ensemble, toi et moi, on va chercher à comprendre comment ils en sont arrivés là et pourquoi. Comment ils travaillent, pourquoi ils prennent une décision, comment ils s'organisent, doutent, avancent. Inspirer, questionner, comprendre, ça c'est pourquoi. Et à l'issue de cet épisode, peut-être tu trouveras toi-même ton propre pourquoi. Allez, c'est parti. Je trouve que la disposition est vachement bien parce que le studio à l'arrière comme ça... Ben, c'est ça, on est séparés de la maison, sans être trop loin, donc ça permet de séparer quand même l'activité professionnelle et l'activité, à la vie personnelle. Mais vu que je fais beaucoup de travaux personnels, c'est vrai que c'est vraiment un atelier pour moi qui est multifonction et il peut même se transformer en salle des fêtes, quand il y a les copains. Ah, donc c'est, et tu l'as construit exprès ou Ouais, ça a été, il a été construit en janvier 2022. Ok. Pas livré en janvier 2022, après un an de travaux, de recherche, de réflexion avec l'architecte. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un espace modulable avec le maximum de lumière et notamment une lumière du nord pour la photo, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et donc voilà, petit espace, où on se sent bien, les clients aiment beaucoup venir ici aussi. C'est calme et proche de la nature malgré qu'on est en ville. Ouais. Ce jardin est quand même hyper agréable. C'est... Ouais, non mais c'est vachement agréable. C'est ça qui est cool. Voilà. Les écrans pour travailler et tout. Mais on va y venir. On va y venir. Franck, pour commencer un peu ce podcast, déjà merci et bienvenue. Parce que c'est un podcast que j'attendais un peu impatiemment, je vais dire. Parce que tu travailles dans un domaine qui, moi, me passionne depuis plus d'une quinzaine d'années. Alors, la photo, parce qu'on va dire la photo. Moi, j'ai vu mon père faire des photos toute sa vie. Moi-même, je fais de photos en amateur, je précise. Rien à voir. Je me comparerais surtout pas à ça, à ce que tu fais, à ton travail. Donc, j'attendais parce que j'ai hâte de comprendre un peu comment tu approches la chose et ça, même si on a un peu échangé déjà pré-podcast. Mais je vais te donner tout de suite la parole et te laisser te présenter. Qui es-tu? Alors, je suis Franck Hamel, j'ai 46 ans.
Je suis photographe professionnel depuis une vingtaine d'années et je vis à Rennes en Bretagne. Et comment tu te définis dans ta vie professionnelle? Alors je suis photographe-auteur, j'ai un statut d'auteur qui est un statut un peu particulier et je suis spécialisé dans le culinaire, l'art de vivre. Donc en tant qu'auteur, je touche des droits d'auteur sur mes images. OK. Mmh. Et la question qui, est, évidente, j'ai envie de dire, c'est, pourquoi la photo? Ah, pourquoi la photo? Moi, c'est un métier qui me faisait rêver. En fait, je voulais être photographe avant de faire la photo, depuis le lycée, parce que pour moi, c'était un moyen de voyager, c'était l'aventure. Et je me souviens être allé voir un photographe professionnel quand j'étais au lycée et lui dire que je voulais être photographe. Et me dire, bah, c'est bien, tu fais de la photo et tu as un appareil. Je dis, bah non. Et il me dit, bah, ça serait pas mal de commencer par ça. Et, euh, et du coup, il m'avait accompagné à chercher un appareil photo. On était en argentique à l'époque, le numérique n'existait pas encore. Et il m'a donné les bases de la technique en me disant, bah, la photo, c'est pas compliqué, il faut en faire, en faire, en faire. Et puis à un moment donné, tu vas voir, ça rentre. C'est sympa parce que tous les photographes professionnels, prennent pas le temps, surtout beaucoup doivent être sollicités. Je sais pas dans quel cadre c'était, mais je me rappelle d'une expérience, moi, dans une expérience professionnelle où justement on avait approché un photographe professionnel. Il nous avait un peu, à juste titre je pense, hein, mais un peu, renvoyé sur les roses parce que, on arrivait comme ça tout jeune, Mm. donc c'est pas courant en fait. Oui, alors bon, c'était encore une fois, c'est des rencontres. Moi, j'étais un peu touche à tout en fait. Donc je faisais du modélisme notamment et au Cercle Colbert de Rennes. Et justement, bah, ce photographe était moniteur photo en plus d'être photographe de pub euh, au Cercle Colbert. Donc c'est comme ça que voilà, que la rencontre s'est faite. Et j'ai vu que tu es, pas parti sur un cursus photo, Mhm. dans tes études, mais tu es parti dans un cursus art plastique. Oui, alors c'est un peu le hasard. C'est un peu le hasard. En fait, donc j'ai voulu très tôt donc être photographe professionnel, mais pour mes parents, c'était pas vraiment un métier parce qu'ils ne connaissaient pas cet univers. Et c'est vrai que c'est pas la voie la plus simple. Tout ce qui est métier créatif est quand même quelque chose de compliqué. Donc pour eux, c'était plus un loisir qu'un métier. Et donc ils m'ont dit, ben voilà, tu passes ton bac et on voit après. Moi, je voulais faire un bac pro photo, je voulais rentrer directement dans le concret. Et ils m'ont dit non, tu fais un bac général et puis après, une fois que tu as ton bac, on verra. Et donc j'ai passé mon bac sans grande motivation. Je l'ai eu. Et après le bac, je me suis dit, je vais faire une école de photo. Et je voulais faire soit Arles, à Arles, l'ENP d'Arles, ou Louis Lumière à Paris, ou les Gobelins. Et, euh, et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait bac plus 2 pour entrer dans ces écoles. Alors, comme un jeune ado qui se renseigne pas suffisamment, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau après le bac. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis retrouvé en art plastique. Je me suis dit, pourquoi pas les arts plastiques? Sauf que c'était très compliqué au départ parce que j'avais pas fait d'art plastique depuis le collège. Et donc, quand tu commences en art plastique, tu dois toucher à tous les médiums. Et donc, pour moi, c'était la découverte. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était quand même la photo. Mais il a fallu que je touche à tout. Donc, les débuts ont été un peu laborieux. Mais à partir du premier semestre, j'ai pu commencer à vraiment travailler en photo. Et là, je me suis vraiment éclaté. Et au final, je suis resté jusqu'en maîtrise en art plastique parce que ça m'a vraiment ouvert, ça m'a donné une culture générale
Alors ça m'a pas appris la technique parce que contrairement aux Beaux-Arts, l'université ne t'apprend pas une technique, c'est à toi de l'apprendre par toi-même. Mais ça t'ouvre une culture. On avait notamment des exercices qui nous servent, enfin qui me servent toujours aujourd'hui, où tu arrives le matin, on te donne un sujet et tu as la journée pour réaliser quelque chose. Et avec les moyens du bord. Donc ça c'est hyper intéressant, hyper instructif. Et je m'en sers encore aujourd'hui, justement. C'est justement une question que je me posais, c'est comment en fait, aujourd'hui dans ton approche de la photo, si on fait un bond un peu dans le temps, comment les arts plastiques te servent? Parce que je vais élaborer un peu ma question, qui est que quand on regarde un peu ton travail, notamment personnel, je pense que c'est là où tu as plus de liberté, tu peux, voilà. En fait, on sent j'ai envie de dire presque de la sculpture sur notamment des séries de photos. Je pense à la série sur des oignons là, qui est très jolie. Et en fait, moi j'ai presque l'impression que c'est la sculpture. Elle me dit Ouais. En fait, je pense que ce qui m'a aidé au final, c'est justement de ne pas faire une école photo et de ne pas être formaté. Moi, encore une fois, j'ai appris en autodidacte et donc j'ai pas les codes. Je les ai découverts assez récemment, d'ailleurs. Et du coup, j'ai vraiment une approche très personnelle de la photo. Et j'ai jamais été assistant d'un photographe. C'est souvent le parcours pour les photographes de studio, notamment, où tu es assistant d'un photographe. Donc, tu apprends aussi le matériel, le studio et la gestion des flashs. Moi, je n'ai jamais eu cette occasion-là, puisque déjà, moi, c'était le reportage qui m'intéressait. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai quitté l'art plastique au bout de 3-4 ans, parce que plus j'avançais en art plastique et plus la photographie devenait un médium utilisé par des artistes. Donc on était plus dans la photographie dite plasticienne. OK. Et moi, vraiment, ce qui me faisait rêver, c'était Cartier-Bresson, c'était Depardon, c'était le National Geographic, c'était Géo, c'était vraiment les grands reportages. Donc c'est vrai que là, d'être dans un univers plastique photographique, ça me convenait pas. Et c'est pour ça que du coup j'ai quitté la fac et que je suis parti à l'aventure. Mais pour revenir à ta question, oui, je pense que mes inspirations, je les cherche, je les trouve dans la nature, je les trouve dans la peinture, je les trouve dans la sculpture. J'aime beaucoup quand j'ai le moral qui est pas forcément toujours bon. Je vais voir une expo et tout de suite, ça me rebooste et ça te donne des idées. Et on est toujours dans une perpétuelle recherche. Ouais. Et encore une fois, je pense que cet exercice en art plastique, on te donne un sujet, tu dois répondre et tu as un temps donné pour le faire. Je trouve que c'est super formateur en fait. C'est ce qui, c'est ce que moi je trouve, mais ce qui se dit, je pense, de manière assez courante, c'est que ces types d'exercices font travailler la créativité, qui est souvent on croit que les gens sont créatifs pour être créatifs en étant, parce qu'ils sont des génies ou des choses comme ça, alors que la créativité c'est vraiment un muscle et c'est du travail. Alors il y a toujours une part une petite poudre qui fait en plus, mais la créativité souvent se travaille en fait. Oui, tout à fait. Mais en fait, alors, je pense que tu as une sensibilité créative ou tu l'as pas, mais effectivement, ça se travaille. C'est pour ça que moi, dès que j'ai un moment, tous les jours, j'essaie de faire la photo. Tous les jours, j'essaie de tester des choses. Alors, des fois, ça aboutit à rien. Des fois, parfois, je m'impose un sujet. Là, j'ai travaillé en début de semaine sur le sarrasin parce que un copain m'a apporté des plants de sarrasin. Il m'a dit: «Ah bah tiens, peut-être que ça peut te donner des idées». Donc j'ai essayé de faire des choses et voilà. Et je fabrique des fonds. J'essaye de tester des pistes différentes. Je regarde beaucoup ce qui se fait aussi, les tendances et
Et c'est vrai que c'est un travail avant, le photographe professionnel était avant tout un technicien. Mmh. Et parce que la technique était compliquée, aujourd'hui la technique est plus simple, donc on est obligé d'être créatif en plus d'être technicien. Donc la technique, voilà, on la maîtrise, on l'oublie. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre 2 photographes professionnels? C'est vraiment le regard qu'ont chacun en fait. Et il n'y a pas de mauvais ou bon regard, c'est juste selon 2 sujets, il faut tu adaptes en fait le photographe. C'est des sensibilités, des coups d'œil, j'ai envie de dire, qui sont propres à chacun, une patte. C'est un style photographique. Et puis alors le risque, c'est quand même qu'on t'enferme vite dans des cases en France. Moi, je sais que je travaille beaucoup la nature morte, en lumière du jour, sur fond sombre. Et dans mes débuts, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui ne font pas appel à moi parce qu'ils me disent: «Ah bah non, mais moi, je veux une photo sur fond clair». Et et effectivement, en fait, c'est le danger. Alors je sais faire des photos sur fond clair et je sais répondre à un brief. Après, c'est vraiment la différence justement entre les travaux personnels où tu fais la direction artistique, tu gères tout de A à Z, et les travaux de commande où alors, il y a les 2 cas, soit tu suis un brief très précis, il y a eu un créa derrière qui a fait un brief, tu as les fonds, tu as tout, donc c'est à toi d'assurer la partie technique, tout en apportant ton regard et ta petite touche personnelle. Il faut qu'on arrive à si les gens font appel à toi, ils veulent avoir du Franck Hamel derrière, en fait. Même si le brief est très précis. Je me rappelle d'une DA un jour, pour une grande marque, c'est toujours impressionnant parce que tu as de la pression quand même quand c'est des gros shootings, qui m'a dit: «Mais voilà, on veut ça, c'est hyper précis, mais on veut du Franck Hamel. Donc il faut que tu arrives à mettre ta patte dans les visuels». Ouais. Et du coup, c'est vraiment du travail de réussir à répondre au sujet et en même temps, d'apporter son regard et sa petite touche personnelle, qui fait la différence, en fait. Mmh, je comptais aborder ces questions un peu plus tard, mais c'est pas grave, on va plonger dedans. Ça m'amène à 2 questions, une plus sur ton travail professionnel. Je suis toujours interrogatif sur, du fait de mon expérience, en tant que photographe amateur qui part en voyage 2 semaines et demie, qui ramène 800 photos et voire plus, et qui, en sélectionne et qui en finit avec 10. Toi, entre le dans tes travaux personnels, Mmh. on va parler vraiment de travaux personnels parce que j'ai la même question après un peu similaire sur pas travaux, professionnels. Hem, Combien de photos tu prends en moyenne, hein, je pas le chiffre, combien t'en sors? Ou que tu dis: «Ah, voilà». Ouais. Ça dépend des sujets, en fait. Ça dépend si pour du personnel, en fait, ça peut aller très vite, Mmh. comme ça peut traîner. Il y a des sujets où je vais être 2-3 jours à tourner autour de mon sujet et pas être trop content, ou alors être content le premier jour et puis le lendemain je revois, je dis: «Ah ouais, bof, Mmh. on va essayer autre chose», et cetera. Et au bout du compte, tu refais des photos et puis tu reviens aux premières où tu dis: «Ah mais si, au final c'était pas mal». Et parfois en 1 heure, tu as une série parce que le sujet t'a inspiré. Et en, je sais pas, en 30-40 photos, tu vois, tu as ta série. En général, il y a un petit truc un peu, je pense qui est, à laquelle on a toujours en tête, enfin, qu'on a toujours en tête maintenant, notamment avec les réseaux sociaux et notamment Instagram, Mmh. où on est toujours par ligne de 3, de triptyque. Mmh. Oui. Et je sais qu'au début, avant d'utiliser vraiment Instagram, je réfléchissais vraiment à la photo et pas forcément à la série. Et aujourd'hui, quand je fais des images, notamment avec mon agent avec qui on échange beaucoup, à chaque fois que je lui envoie des images, elle me dit: «Mais non, il m'en faut 3 en fait, il faut faire une série». Et du coup, tu vois, ça fait vraiment évoluer quand même la réflexion. Mmh. Et c'est pas mal parce que, en fait, ça
ça apporte quelque chose à tu pas seulement juste un one shot comme ça, tu as vraiment, cette notion de série et et ça te pousse à aller un peu plus loin. Tu vois? Des fois, tu as ta première image et tu dis: «Bah, voilà, c'est cool, elle fonctionne et cetera». Tu dis: «Mais je peux pas m'arrêter là, il faut que je continue» et et souvent, il y a d'autres choses qui apparaissent derrière, à laquelle tu avais pas pensé au départ et qui complètent la série, qui complètent l'image et voilà. Ouais. Mais c'est marrant comment les réseaux sociaux ont impacté le travail des photographes de manière générale. Parce que tu vois, tu parles d'une évolution là qui avant, alors je sais pas, je j'étais pas, forcément très connaisseur, mais j'imagine qu'avant on parlait de une photo pour notamment un magazine, on cherchait la photo, et peut-être des déclinaisons après pour, les autres pages, enfin faire la une puis après les autres pages. Là, tu vois, tu me parles de triptyque très rapidement, de choses comme ça. Après, je suppose que ça va dépendre dans quel cadre tu travailles, mais c'est, toi, tu as vu cette évolution, en 20 ans, tu as dû voir cette évolution avec les réseaux sociaux, en fait? Oui, alors moi, j'ai toujours été très internet parce que quand j'étais en Roumanie, que mon activité photo était un peu calme, je faisais des sites internet, OK. en parallèle et j'ai toujours, cru en cet outil de communication, en fait. Pour moi, Mmh. internet est un super outil de communication, économique pour des indépendants comme nous et et ça permet vraiment de montrer son travail, au monde entier. Alors il y a le risque de se faire piquer ses photos et cetera et ça se fait régulièrement. Mais il y a ça apporte tellement enfin moi, mes clients aujourd'hui, ils arrivent encore majoritairement depuis internet, en fait. OK. Donc j'ai un depuis pas mal d'années quand même que je travaille, on me connaît dans les agences, les clients me connaissent, mais je dirais encore que 60 de mes clients doivent venir d'internet. Ils me contactent, m'ont trouvé, alors mon site est très bien référencé, ce qui aide et et donc c'est vraiment un outil dont enfin, on ne peut pas se passer aujourd'hui. Les bouts de papier, c'est une chose, le papier est très important. C'est ça aussi, c'est vrai que c'est à la fois je suis, très présent sur internet. Alors peut-être pas encore assez parce que je ne suis pas non plus dans les codes à publier tous les jours et cetera. Mais voilà, j'essaye d'être quand même présent, heu, pour être visible et à côté de ça, j'ai quand même du papier. Je fais encore des cartes de vœux papier. Je fais des OK. vœux papier que j'envoie à des clients et cetera et justement aujourd'hui, à l'heure d'internet et du tout numérique, si tu veux être impactant, c'est bien aussi de retourner sur le papier, en fait, de laisser un objet, une trace. Donc je fais des cartes, qui sont assez quali et cetera et tous les ans, les cartes de vœux, ce sont des objets que j'envoie et c'est super agréable d'aller dans une agence de com 3 4 ans après et puis de voir qu'il a la collection de l'IA, la collection de toutes les Mmh. cartes, que tu as envoyées ou de le client qui conserve la carte. Bon, recevoir des vœux par internet, Tout le monde le fait. tu reçois tellement que Mmh. et puis souvent c'est en mailing, donc c'est hyper impersonnel. Alors qu'une carte de vœux, bah, c'est beaucoup plus de travail, écrit à la main, mettre l'adresse à la main et cetera. Mmh. Mais ça a un impact complètement différent. C'est vraiment les 2 approches, C'est marrant cette, je suis assez d'accord, et je vais parler plus d'un point de vue marketing parce que, moi je l'ai vu dans le domaine du marketing où des fois, tu te dis, d'un point de vue marketing, le numérique c'est parfait, tu peux faire plein de choses, mais des fois le retour à des pratiques, qui se faisaient il y a 10 ans, mais qui sont aujourd'hui, plus rares, mais plus impactantes, c'est quelque chose, quoi. Donc ouais, de prendre le temps en fait. mmh, De prendre le temps de faire bien les choses et de laisser une trace et en photo notamment avec le numérique, parce qu'aujourd'hui on peut travailler qu'en numérique pour répondre à des commandes. C'est très, très rare là, des photographes qui travaillent encore en argentique, peut-être un peu en mode, pour les grandes stars de la photo, mais sinon tout va tellement vite. Il mmh, faut aller, c'est toujours pour la veille, donc tu peux pas te permettre de développer des pellicules,
Et il faut surtout voir tout le temps. Enfin, tu peux pas aller sur un shooting avec des clients et tout sur la péloche et attendre 24 heures de développer la pellicule pour qu'ils voient les photos. Ça l'était. Enfin, il y a quelques années, c'était comme ça. Il y avait le côté Polaroid, on faisait une première approche Polaroid et puis après tu développais, enfin tu shootais en argentique et il fallait attendre que ça soit développé pour voir le résultat. C'était hyper stressant. Enfin, je pense. Enfin, moi déjà, je trouve ça hyper stressant les shootings aujourd'hui. En numérique, alors que tu as le résultat tout de suite, tu peux corriger tout de suite. Mais à l'époque où tu voyais pas avant de développer, ça devait être incroyable. Et justement, comment ça se passe un peu quand tu as une commande, quand tu es booké sur un shooting? Est-ce que tu peux nous faire traverser un peu le process qui se passe OK, on va travailler ensemble jusqu'à, je veux dire, la livraison de la photo, juste comme ça? Parce il y a sûrement plein de cas différents, mais un peu de manière générale, comment ça se passe? Alors, soit le client me contacte moi, ou il contacte Valérie, mon agent, et nous parle d'un projet. Il nous présente un brief, en général. Donc le brief, en général, c'est un mood board. Donc c'est une planche d'inspiration. On a plus ou moins précis d'ailleurs, on a le sujet à photographier et puis l'univers qu'il souhaite. Suite à cette première prise de contact, Valérie réalise un devis. Et ensuite, selon le projet, alors même avant le devis, je dirais, on essaye d'évaluer les besoins dont on aura besoin pour réaliser la photo. Et les besoins, c'est est-ce qu'il y a besoin est-ce que je shoote justement dans mon atelier? Est-ce que j'ai besoin d'une équipe? Donc souvent, c'est ça. Ça va être une location d'un studio à Paris pour des campagnes de pub, par exemple. Les équipes, ça peut être un styliste culinaire, ça peut être un styliste décoration, ça peut être les deux. Ça peut être un sculpteur sur glace. On a déjà eu des shootings où on avait fait appel à un sculpteur sur glace. Donc il y a les assistants. En général, j'ai un assistant numérique. Je peux avoir besoin d'un assistant lumière. Et en général, sur la pub, on a aussi un retoucheur. Donc Valérie s'occupe de la prod. Donc elle s'occupe justement de gérer des équipes, de recevoir des devis des différents intervenants. Donc pour faire son devis à elle, son devis qu'elle va renvoyer au client. Donc c'est elle qui gère justement toute cette partie-là, qui regroupe tous les devis des prestataires. Ensuite, si on a la chance d'être retenu, c'est le shooting. Alors c'est la préparation du shooting en amont. Donc on définit les fonds. Donc là, c'est pareil. Est-ce qu'on fait fabriquer un fond? Est-ce qu'on commande un fond? La vaisselle, l'éclairage, quel éclairage il faut? Est-ce qu'on loue de l'éclairage? Et puis du coup, l'organisation du voyage, le train, l'hôtel, pour moi et les équipes. Et puis ensuite, le jour J, il y a aussi le catering à gérer. Pour tout le monde, c'est important. Donc c'est pareil, c'est Valérie qui gère tout ça. Et donc le jour J, voilà, shooting, on reçoit les produits aussi en amont, si c'est des produits surgelés ou autres produits alimentaires. En général, ils arrivent la veille. Moi, j'arrive toujours la veille du shooting. C'est toujours une sécu. Même si Paris, depuis Rennes, on est à 1h25, il y a les trains toutes les heures. Ça commence à 5h30, je crois, ou 6h le premier. J'arrive la veille. Au moins, voilà, je prends toujours un hôtel à côté du lieu du shooting. Je vais être à au moins 10 minutes à pied du lieu du shooting, tout le temps. Je veux pas avoir de stress de déplacement le matin. Et puis, donc, le shooting se passe. En général, il y a mon agent qui est là pour gérer un petit peu les clients. Il y a les clients qui sont accompagnés de l'agence de com. L'agence de com, en général, ils viennent avec, selon la taille du projet, il y a le directeur de création, le directeur artistique, le responsable de clientèle et voilà, le commercial qui est souvent le responsable de clientèle. Et chez le client, ils sont toujours au moins un ou deux
Mais c'est pas toujours les décideurs qui viennent au jour J, donc après il faut envoyer à distance les photos pour faire valider, OK. et puis voilà, fin de shooting, on fait un brief retouche avec, alors soit on fait l'editing, donc la sélection des photos, s'il y a plusieurs, options. Donc on prépare plusieurs fichiers, le client réfléchit avec l'agence sur quel visuel on conserve. Et puis après, ça part en retouche. Donc là, moi, j'ai un premier échange avec le retoucheur avec ce que je souhaite. Donc on échange ensemble, tous les deux. Une fois que j'ai un résultat qui me convient, je l'envoie à l'agence qui échange également avec moi, les directeurs de création, les directeurs artistiques. Quand eux sont convaincus aussi, ils envoient au client. Et on attend le client de savoir si ça lui convient, s'il y a des retours, s'il y a des échanges, etc. Et puis voilà, et puis après on livre les fichiers finaux et on attend avec grande impatience les lancements de la campagne et de voir en 4x3 dans le métro ou dans la ville ou dans les magazines les visuels. Et c'est quoi le délai moyen entre tu reçois une première prise de contact, brief, et souvent la campagne quand elle sort? Alors, c'est là où c'est hyper speed parce qu'en général, c'est toujours de la dernière minute. Dernière minute, ça veut dire que il peut y avoir 15 jours, 3 semaines entre la prise de contact et le shooting. Et après, en général, 3 semaines après, il y a le lancement de campagne, voire un peu moins. Parfois, on est confort, on a un mois devant nous, 1 mois et demi, mais c'est vraiment rare, en fait. C'est vraiment rare. C'est souvent, en fait, le client réfléchit avec l'agence en amont, assez longtemps. Ils discutent et une fois qu'ils ont l'idée, c'est là où ils commencent à chercher un photographe, en fait, tu vois? Et parfois, ils ont même la date du shooting, il faut que ça soit tel jour, telle heure et donc ça peut apprendre à laisser. Souvent, d'ailleurs, quand ils te contactent, ils te disent: «Bah, est-ce que vous êtes dispo tel jour?» Et après: «OK, vous êtes dispo, donc on a un projet», et donc ouais, il faut être hyper réactif et hyper souple parce que, il y a à la fois ça, en fait, c'est qu'on te contacte à dernière minute, mais ça peut aussi être décalé ou annulé en dernière minute, également, la veille ou une semaine avant, on te dit: «Bah non, au final, on décale, le client est pas prêt» ou il y a quelque chose, ouais. Pour ne rien dévoiler des coulisses de ce podcast d'ailleurs, c'est la semaine dernière, je crois que on avait prévu cette date depuis un mois, et déjà il m'avait prévenu quand la dernière fois qu'on s'est vu, potentiellement ça peut être annulé, tu vois? Très gentiment tu m'avais prévenu, et je crois que c'était la semaine dernière, tu m'as envoyé un mail pour me dire: «Ah, peut-être un projet», puis au final non. Donc c'est tout à fait ça quoi, en fait. Oui, c'est ça, en fait, là, c'était pareil, c'était un nouveau client sur Monaco et donc ils nous contactent, ils veulent, voilà, travailler avec nous et puis, c'est urgent. Bien sûr. Ils nous disent: «Voilà, qu'est-ce que vous avez dans les 15 prochains jours en dispo?» Donc Monaco, c'est quand même pas la porte à côté, donc faut un petit peu s'organiser. Donc on propose, des dates, cette semaine justement, et puis, pour être au plus rapide. Et puis la semaine dernière, je crois mercredi, donc je devais partir, lundi et mercredi, ils appellent en disant: «Bah non, au final, l'équipe est pas disponible et donc on repousse le shooting, éventuellement peut-être à la fin juillet, mais on sait pas encore». Donc et du coup, depuis, on n'a pas de nouvelles. Donc soit ça va être fin juillet, soit ça va pas se faire, soit ça va être à la rentrée, soit ils vont me rappeler, pendant 15 jours. C'est la surprise. Ça sera la surprise. Je vais te demander maintenant de plonger un peu dans la partie inexplicable, enfin je pense inexplicable, mais peut-être tu vas me démentir, qui est un peu les choix, moi j'appelle ça des choix artistiques que tu vas faire. Alors, quand tu es je vais plutôt parler d'un côté client, mais on pourra partir aussi d'un travail, quand tu travailles toi pour ton perso. C'est comment tu fais tes choix un peu artistiques.
Voilà, parce qu'on te présente un produit, on te présente un univers, un peu plus ou moins détaillé, selon ce que tu me disais. Mmh. Mais ça peut être interprété, ça peut être sûrement, ouais, interprété ou mis en place de différentes manières. Comment toi, dans ton processus de décision artistique, tu en arrives à te dire: «OK, c'est plutôt parti comme ça, plutôt parti comme ça»? Bah, il y a forcément justement, tout ton passif qui intervient à ce moment-là. Il y a aussi, ton état d'esprit à l'instant T, parce que forcément il évolue. Si tu justement, comme je disais tout à l'heure, si tu as vu des expositions ou des artistes que tu as découverts récemment qui t'ont inspiré, forcément toi tu vas avoir une orientation, dans ce sens et 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 c'est vraiment au cas par cas. Après tu as quand même une touche personnelle, Ouais. un style, tu sais ce qui fonctionne et parfois tu choisis la facilité. Parce que tu dis: «Ben, voilà, je vais utiliser tel fond, je sais qu'il fonctionne, telle lumière, parce que je sais que ça fonctionne avec ce sujet» et et parfois tu prends des risques. Alors, prendre des risques dans le sens où tu vas essayer de travailler des fonds, des univers dont tu as pas l'habitude et qui te font du bien, de temps en temps, de sortir et c'est vraiment là la force justement du travail d'équipe. Comme je Mmh. disais tout à l'heure, quand tu travailles avec une styliste décoration, par exemple. Elle va t'apporter son regard Mmh. et qui va te faire voir les choses d'une autre façon, d'une autre manière et souvent, d'une façon que tu aurais pas pensé, en fait et tu dis: «Ouais», enfin, c'est que la styliste décoration avec qui j'avais travaillé la première fois, j'avais trouvé ça passionnant parce que justement elle m'emmenait vraiment dans des domaines, des univers qui s'éloignaient de mon travail. Et en fait, c'était vraiment hyper enrichissant et ça a été des choses que j'utilise encore aujourd'hui, en fait, tu vois? OK. Pour mon travail personnel ou autre, des choses que j'ai appris avec elle qui aujourd'hui me servent, pour moi, en fait, oui, qui m'ont vraiment enrichi et donc en fait, je dirais que c'est comme une recette de cuisine. Tu as plein d'ingrédients, que ce soit le fond, la lumière, le matériel et cetera et les objets et c'est à toi de les assembler et d'en faire quelque chose et donc c'est, oui, comme en cuisine, en fait, selon ce que tu as envie de manger, bah, tu vas associer différents produits selon la saison. Heu, je pense que tu fais pas les mêmes images l'hiver que l'été. OK. Alors à la fois parce que si tu travailles en lumière du jour, tu as pas la même lumière, Mmh. même si on peut avoir une lumière hivernale en été, pour les mauvaises langues en Bretagne, mais Ça tombe beau en ça Bretagne. peut arriver. Et donc voilà, parfois tu as envie de jouer avec cette lumière éphémère et c'est elle qui t'inspire, c'est elle qui va te guider, à faire l'image. J'ai pas forcément en tête, tout le temps l'image que je veux créer. OK. Je me laisse la liberté que, que mon idée évolue, heu, à la prise de vue. Donc parfois souvent je commence d'ailleurs par un cadrage assez simple, frontal et j'ai bon OK, je vois un petit peu comment réagit le sujet également et puis petit à petit je commence à tourner autour, je commence à le découper, à le tailler. Quand on tu parlais de l'oignon, Mmh. tout à l'heure, ouais, c'est une image que j'avais pas du tout imaginée. C'est juste, un sujet, bah, j'aime bien travailler sur des sujets basiques comme, voilà, un oignon violet de Roscoff, c'est, tout bête, un oignon et tu dis: «Comment j'arrive à sublimer l'oignon?» Comment comme un chef, encore une fois, c'est vraiment, il y a pas mal d'analogies avec la cuisine, comme un chef qui va, transformer un produit basique, une sardine, en plat gastronomique. Moi, c'est un peu la même approche. Je me dis: «Alors, faire une photo d'un homard, bah, voilà, le homard, ça claque, quoi, donc tu as un joli fond, une jolie lumière, voilà, tu as une belle image. Ça Un par lui-même. poulpe, c'est pareil, c'est un oignon, bah, tu dis ouais ou un œuf, tu dis, voilà comment, c'est un petit défi d'essayer de faire quelque chose Mmh. et donc l'oignon, voilà, tu commences à le prendre tout seul comme ça, tu dis: «Bon, OK»,
et tu commences à découper, tu commences à l'éplucher. Il y a, tiens, la pleure d'oignon, quand tu l'enlèves, ça fait comme une corolle, ça fait comme une boîte à lumière. Et effectivement, ça capte la lumière. Et en fait, j'aime bien me surprendre moi-même, tu vois, où je mets le sujet, je dis: «Ah waouh! Ah, j'aurais pas pensé que ça aurait fait ça». Et du coup, tu dis: «Bon, alors ça fait ça, si je le fais comme ça, est-ce que ça va me donner ça?» Et de fil en aiguille, en fait, tu construis ton image, tu construis ta série et après tu dis: «Ah bah tiens, ça a marché avec l'oignon et si je fais ça avec de l'ail, est-ce que ça va marcher aussi avec de l'échalote?» et cetera. Et tu dis: «Ah bah non, bah non, ça marche pas». Et ce qui est très surprenant aussi, mmh, c'est que parfois, le sujet et même souvent, tu te dis: «Ah bah tiens, je vais faire une photo de petits pois» tu prends un petit pois et voilà, tu le mets en scène et ça marche super bien. Et quelques semaines après, tu dis: «Ah bah tiens, j'aimerais bien refaire, petit pois, j'aimerais bien changer un petit truc, mais garder le même esprit, mais changer un petit truc, j'ai une nouvelle idée». Et en fait, le petit pois que tu as, le jour J, n'est pas le même que celui que tu as eu la dernière fois. Et en fait, il réagit pas du tout de la même façon. Tu vois, il y a un truc c'est rien, mais il y a un truc dans les proportions, et j'ai souvent eu le cas, tu vois? J'ai une photo assez connue d'une queue de homard que j'ai photographiée, mi-cuite, mi-crue, OK. parce que ce qui m'intéressait dans cette queue de homard, c'était le bleu de la carapace et la chair, quand elle est crue, elle est blanche et pas très intéressante. Du coup, par contre, quand elle est cuite, elle devient rouge et elle devient super jolie. Et je me dis: «Bah, soit tu fais un bidouillage Photoshop, 2 photos, tu mais c'est pas drôle. Soit à la prise de vue, tu essayes, voilà, de réaliser l'image que tu as en tête». Et donc j'ai cuit, la chair de la queue de homard, en gardant l'extrémité à l'extérieur de la casserole et puis j'ai fini avec une pipette et de l'eau bouillante pour vraiment peindre, tu vois, à l'eau chaude, à l'eau bouillante, la queue de homard pour que ça soit cuit parfaitement. Et ça me fait toujours penser à Méliès ou tu vois, les débuts du cinéma où, les effets spéciaux, c'était du bidouillage, et moi, ça m'amuse beaucoup aussi, tu vois, de le faire en photo. Et hem et je parle de cette photo parce que, c'est une de mes premières photos, donc j'avais un appareil photo numérique un peu ancien et j'ai voulu la refaire avec un boîtier plus récent et plus performant. Et ben, j'ai pas réussi à trouver de homard avec les mêmes proportions. D'accord. Et du coup, et ben je faisais la même image, mais les proportions que j'avais, et beh, ça donnait pas la même image, en fait. Et c'est vraiment, là où tu dis, ben, le jour J, l'instant T, tu as ton sujet et c'est pas, heu, un petit pois ou un homard parmi tant d'autres, c'est le homard, ouais, le produit que tu as le jour Mmh. J qui fait ta photo également, quoi. Mmh. C'est, c'est ma ouais, c'est marrant, mais j'aime beaucoup ton analogie, avec, la cuisine, effectivement. Et bah, ça se retrouve, beaucoup, pour, être très intéressé par la cuisine. Pas mal de chefs disent que, des fois avec un produit, ils vont arriver à faire quelque chose, puis le lendemain, avec le même produit, mais qui est pas de la journée et ça, ils vont faire la même chose, la même technique, mais le plat va avoir un goût différent. Légèrement, hein, on Mmh. parle pas de différence drastique, mais différent. Et c'est ouais, j'aime beaucoup cette analogie, c'est très, très intéressant. Hem, J'aimerais revenir un peu parce qu'il y a un sujet que, je vais poser une question avant. Hem, Quelle est ta dernière décision impactante? Je dirais la construction de mon atelier. OK. Justement en 2022, j'avais pas d'espace de travail à moi, et donc cet atelier a été construit, sur mesure. Et moi,
principal besoin que j'avais, c'était justement cette lumière. Il me fallait beaucoup de lumière et de la lumière du jour. Il me fallait la hauteur sous plafond pour, si j'utilise de l'éclairage, pouvoir avoir assez de hauteur pour disposer mon éclairage. Et donc, c'est un espace qui me sert à la fois de bureau, qui me sert à la fois pour des travaux de commande, mais à 80% du temps, il me sert vraiment pour moi, pour mes travaux personnels, pour à la fois faire de la photo, mais aussi de la sculpture sur bois quand je fabrique des fonds, de la peinture. C'est vraiment pour moi, c'est pas un studio photo, c'est vraiment un atelier. Et donc, j'ai une cuisine aménagée dans cet atelier où voilà, où je découpe mes produits, où je peux les cuire. Alors, je suis pas cuisinier, donc je fais pas des recettes de cuisine à photographier, parce que c'est un autre métier. Il y a des photographes qui sont cuisiniers, qui font des recettes pour la presse notamment. Moi, quand j'ai besoin de photos de recettes, je fais appel à un styliste culinaire ou à un cuisinier. Mais voilà. Donc, j'adore cuisiner, j'adore bien manger, donc je cuisine pour moi, mais jamais je cuisine pour faire des photos. Ouais, parce qu'en cuisine, ça je peux en parler, il y a une différence entre cuisiner pour soi et faire une assiette pour soi et faire une belle assiette. Oui, alors après, moi j'ai quand même des petits trucs parce que forcément je suis tombé dedans depuis pas mal d'années, donc je connais les petites astuces pour faire des jolies assiettes et des jolies présentations, et souvent quand il y a des potes à l'apéro, tu dis « Ah ouais !» Qui fait forcément cette petite déformation où il y a un peu de level dans les présentations. Mais voilà, ça s'arrête là. Quand je cuisine pour les photos, c'est vraiment parce que j'ai besoin de cuire un poulpe, par exemple, parce que le poulpe cru, c'est pas très photogénique. Le poulpe cuit, je trouve ça magique. Donc voilà, ça s'arrête là. Donc ouais, je dirais que ma dernière grosse décision, parce que c'est quand même un investissement aussi pour une entreprise, c'est cet atelier. Et c'est aussi une sorte d'aboutissement. Depuis tout le temps que je fais de la photo, c'est vraiment un lieu à moi. Et c'est vrai que c'est un plaisir de se dire t'as un endroit pour travailler. Ça me permet aussi de me préparer quand j'ai un shooting à l'extérieur. Tu vois, parfois je sais que ça va être un peu compliqué techniquement. Du coup, là, j'ai mon espace, j'ai tout mon matériel. Je peux faire mes tests et arriver serein le jour J, parce que quand tu loues un studio à Paris, le studio en général, tu le récupères à 8h30, 9h. Le client arrive à 10h. Tu as 1 heure pour mettre en place le set. Et puis après, il faut que ça tourne en fait. Ouais. Et donc, tu as toujours un petit peu de pression quand même, surtout avant que j'avais pas d'atelier. Tu essayes de réfléchir en amont comment tu vas réussir à avoir ces résultats-là, mais parfois tu as aussi des surprises. Souvent, tu as toujours des surprises, des contraintes techniques. J'ai fait un shooting il n'y a pas longtemps chez un client où le set était tout prêt, c'était des photos en top shot sur un fond clair au flash, photo plat, et puis un set blanche très belle. Et au milieu du shoot, il me ramène une assiette en verre avec des reflets partout, et du coup tout mon set tombait à l'eau. Et forcément, c'était un dessert avec de la glace. T'as pas le temps d'attendre. Et donc, avec ton expérience, tu arrives à rebondir, à dire bon, alors, comment je vais faire ça? Tu essayes un ou deux trucs, et puis tu t'en sors. Mais c'est l'entraînement en fait. C'est cet exercice dont on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir affaire à plein de situations différentes. C'est un peu la différence d'ailleurs entre un photographe pro et amateur, c'est qu'un photographe amateur, il va pouvoir faire de très belles images, voire certaines images plus belles que des photographes professionnels. Le photographe professionnel, c'est juste qu'il va toujours réussir à faire des photos. Peu importe les conditions, il va réussir à en faire. Alors, pas toujours aussi belles qu'il l'espérerait selon les conditions, mais il a une obligation de résultat. Et donc là, c'est vrai que l'expérience joue vraiment. Ouais. Il y a une constante de qualité chez le photographe professionnel qui, chez le photographe amateur, est peut-être un peu plus variable, un peu plus difficile.
Oui, il n'a Mmh. pas d'obligation de résultat. Après, alors, il y a des photographes amateurs qui se mettent une pression de dingue. Oui, oui, mais Et certains photographes amateurs qui sont plus meilleurs techniciens que certains photographes professionnels d'ailleurs. Et voire qui ont plus de matériel que certains photographes professionnels. Mais c'est pas parce que tu as un Mont Blanc que tu sais écrire un bouquin. Mais après, c'est ça, c'est que on a cette obligation de résultat en fait. Et c'est vrai que pour moi, voilà, ça fait 20 ans que je fais de la photo, mais je suis toujours stressé quand je vais à un shooting. ouais. C'est jamais acquis pour moi et je sais jamais ce que je vais avoir. Alors en photo de studio, c'est un peu plus cadré quand même, donc puis plus tu évolues, plus tu as des super équipes, donc moins tu as de chances quand même de rater. Quand tu as Mmh. un super assistant, tu as un super studio, tu as super conditions, bon, super retoucheur, tu dis, voilà, si tu rates, c'est quand même, hein. Alors il peut y avoir aussi Oui, un dans le enchaînement oui, de oui. choses, mais voilà. Après quand je suis sur le terrain tout seul, bah, c'est toujours la surprise en fait. Je sais pas ce qui va se passer, tu sais, tu ouais, et puis notamment j'ai des clients qui reviennent, enfin j'ai des clients, qui reviennent régulièrement tous les ans et du coup, tous les ans il faut, bah, se rechallenger en fait. Ouais. Ils ont été contents la dernière fois, mais est-ce que cette fois ils vont être contents? Est-ce que, tu vas retrouver, la dernière fois tu as eu une super idée, qui est venue comme ça, mais est-ce que là tu vas en avoir une autre, une différente, alors que tu es dans le même lieu, avec peut-être les mêmes sujets? Mmh. Et réussir à surprendre toujours le client et c'est un vrai challenge et c'est ce qui est super passionnant dans nos métiers. Mais en même temps, ouais, tant que tu as pas fini ton shooting, Ouais. ouais, un peu de pression, ouais, ouais. Et est-ce que tu sais, je veux dire à la sortie du shooting sans avoir, alors tu as vu les photos sûrement sur écran et peut-être Mmh. dans des briefings, enfin, est-ce que, ça t'est arrivé de enfin, tu sors confiant ou ça t'est arrivé, de dire: «Ah bah, là, je vais voir ce que ça donne en retouche, après retouche» ou, «Ah» ouais. Non, en général, je le sais tout de suite, en fait. Alors effectivement, je vérifie tout le temps. J'ai toujours mon Mac avec moi et alors j'aime pas travailler en connecté, donc je charge mes cartes et cetera tout le temps. Et souvent, quand je fais la photo, je sais tout de suite si elle est bonne ou pas, quoi. OK. Et la post-prod, pour moi, c'est vraiment secondaire, parce que moi, j'essaie vraiment d'arriver, à la prise de vue, d'être au plus proche de l'image finale. Mmh. Alors parfois, ça arrive là, j'ai fait une campagne de pub, dernièrement où c'était du photomontage parce qu'on était obligé, c'était, un le brief était comme ça, en fait, c'était un assemblage, il fallait un assemblage d'images et du coup, c'est pas hyper intéressant, en fait, d'un point de vue photographique à Mmh. réaliser et tant que le montage final n'a pas été fait, bah, tu sais Pas trop. pas exactement enfin, tu sais parce que tu sais que c'est le brief, mais, voilà, à la fin de la journée, tu as pas ta photo finale, en fait. Mmh. Faut attendre que le retoucheur travaille et cetera. Donc ça, c'est un peu frustrant. Heureusement, ça arrive pas trop souvent. Mais pour le reste, bon, quand c'est des bouteilles ou autre, tu sais que tu vas avoir des reflets retouchés derrière ou des choses comme ça, mais l'image, l'âme de l'image, tu l'as tout de suite, en Mmh. fait ou tu l'as pas et si tu l'as pas, bah, tu recommences. Ah. Mmh. Ce qui va ça m'amène à une question maintenant plus sur la partie, entrepreneuriale. Ça fait 20 ans que tu fais de la photo. 20 ans que tu es, oui, on va dire entrepreneur dans le domaine de la photo. Hem, on l'a pas dit, mais, tu as eu, des expériences à l'étranger. Je crois que tu as pas tout enfin, comme tu l'as évoqué au tout début, tu as pas fait que de la photo culinaire. C'est venu, il y a combien d'années? En 2010. En 2010, Ouais, ouais. ça fait, 15 ans maintenant. Heu Mais tu as toujours, été dans ces statuts indépendants, enfin, une forme d'indépendance, il y a pas forcément un statut derrière, mais aujourd'hui, toi, au bout de 20 ans de photo, heu, comment tu prends un peu tes décisions pour ton, je vais parler de business, pour te dire: «OK, je vais plutôt faire ça, je vais plutôt commencer comme ça». Par exemple, je sais que pour en avoir discuté un peu ensemble, tu t'es dit: «Ah, je vais prendre un agent ou du moins je vais travailler avec un agent». Tu vois?
est-ce que tu peux nous amener un peu dans ton process de réflexion en tant que... comment tu décides pour ta boîte? Ah, effectivement, ça a vraiment énormément évolué parce que depuis mes débuts en Roumanie, où je travaillais pour une agence de presse et puis pour un magazine franco-roumain où j'étais payé à la photo vendue, non la photo réalisée, où bah, c'était les débuts en fait. Donc je gagnais pas ma vie, ou très peu, très très peu. Et puis le Vietnam, c'était pareil, c'était compliqué. Le Maroc, j'avais monté une ACRL, j'ai fait faillite. Pas parce que j'avais pas de boulot, mais parce que j'arrivais pas à me faire payer. Et en fait, la difficulté des métiers créatifs, c'est qu'on n'est pas forcément des bons commerciaux. Gérer une entreprise, faire de la compta, tout ça, moi, ça me dérange pas. Et puis faire de la com, parce que quand tu es indépendant, tu touches à tout. Donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que la partie commerciale, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. C'est difficile de vendre quelque chose et c'est encore plus difficile de se vendre soi, de savoir la valeur de ton travail. Et, et donc, depuis 2017, j'ai un agent, donc Valérie Pommel, qui est à Paris. Et c'est elle qui est venue me chercher. Et, en fait, aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer parce que elle m'aide justement, elle m'a beaucoup aidé à faire évoluer mon entreprise, à faire évoluer ma façon de travailler, de réfléchir. Euh, alors, dans mes travaux personnels, en général, je suis tout seul à décider, mais c'est vrai que je les envoie toujours à Valérie. Parfois, donc c'est une activité qui est quand même très aléatoire. J'ai la chance que ça tourne plutôt bien depuis pas mal d'années, mais rien n'est garanti. En fait, on n'a aucune visibilité sur l'année. Et donc, il y a des périodes creuses où au début, tu es un peu content parce que tu te dis, bon, voilà, j'ai pas mal bossé, là, ça fait du bien de souffler un peu. Au bout d'un moment, tu dis, bon, bah là, commence à être un peu trop calme. Et du coup, tu échanges avec Valérie, tu dis, bah ouais, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'aller dans une autre direction, tu vois, élargir, parce que c'est vrai que le culinaire, c'est un milieu que je fréquente depuis pas mal d'années maintenant. Par moments, j'en ai un peu marre. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Du coup, là, c'est vrai que depuis quelques temps, je travaille beaucoup sur l'univers du végétal, sur les fleurs. C'est lié aussi parce que j'ai exposé il y a 2 ans à l'abbaye Saint-Georges-de-Beaucherville, parce que le département de Seine-Maritime m'avait commandé une exposition autour de mes photos de produits bruts autour du potager, parce qu'il y a un potager et un grand jardin. Et en fait, je me suis retrouvé dans un festival du jardinage. Fête des jardins avec que des journalistes du monde du jardinage. Et j'ai découvert un autre univers. Alors j'avais déjà cette sensibilité pour la nature, etc. Mais ça m'a ouvert aussi d'autres perspectives. Et donc, suite à cette exposition-là, en fait, j'ai orienté aussi mon travail justement sur l'univers des fleurs. J'ai cherché un peu ce qui se faisait et j'ai testé des choses, sortir un petit peu. Alors, toujours dans le même genre d'image, tu vois. Des fonds sombres, de la lumière du jour, du clair-obscur, etc. Et c'est vrai que récemment, enfin depuis quelque temps déjà, Valérie me dit: «Mais ça serait bien aussi que tu essayes, alors c'est bien tes photos sur fond sombre, etc. Mais ça serait bien aussi que tu essayes d'amener un peu de couleur, un peu de faire évoluer un petit peu les choses». Là, c'est vrai que on va dire que la situation mondiale est un peu pesante depuis pas mal de temps et on a besoin un peu de légèreté et pas forcément d'images sombres, et cetera, et essaye de faire aussi d'autres choses et du coup, tu vois, ça oriente, la réflexion. Alors il y a des fois où j'essaie des choses ou elle me propose des choses, mais ça me parle pas, donc j'essaye, mais ça parle pas. Il y a des fois des choses, à laquelle j'avais pas pensé et
Et du coup, ça évolue sans cesse, en fait. Tous les, tout le temps, tu réfléchis. Alors, ce qui a pas mal évolué d'un point de vue professionnel, c'est que j'ai de moins en moins de projets, mais j'ai de plus en plus de gros projets. Et ce qui est vraiment chouette actuellement et depuis quelques années déjà, c'est que j'ai vraiment un super équilibre entre le travail personnel et le travail de commande. Et j'ai suffisamment de travaux de commande pour vivre, parce qu'il faut aussi vivre, hein. C'est quand même, c'est bien de faire des métiers créatifs, mais il faut payer les factures parce que derrière, il y a quand même du matériel qu'il faut renouveler régulièrement, des charges qui sont quand même très présentes. Et donc, voilà, suffisamment de travaux de commande pour faire vivre mon entreprise. Et en même temps, justement, beaucoup de temps pour faire des travaux personnels, faire des recherches et lire et voir des expositions. Et moi, je ne pourrais pas concevoir mon activité sans ces travaux personnels. Je sais que tous les photographes n'en font pas, tous les photographes professionnels ne font pas de travaux personnels en parallèle de leurs travaux de commande. Et pour moi, c'est vital, en fait. C'est vraiment essentiel pour justement entretenir cette créativité et puis prendre du plaisir. Parce que si ça devient un travail à la chaîne, bon, oui, où est l'intérêt? Et mais tu me corriges bien sûr si je me trompe, mais je sens que ça évoque un problème très personnel, donc c'est pour ça que je vais appuyer dessus, mais que cette relation avec Valérie, si je ne me trompe pas, avec Valérie semble aussi t'apporter et te faire évoluer comme si elle a. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant un certain temps, parce que moi, je faisais des photos sur fond, je mettais des petits fonds, des choses comme ça. Et en fait, je suis très vite, au bout d'un an, je tournais en rond, et en fait, je me disais, ah, mais j'aimerais bien que quelqu'un m'aide pour progresser. Et donc, bon, le premier réflexe, c'est je vais voir sur Instagram, les trucs comme ça, je vais essayer de me faire chercher d'autres choses, mais je trouve que ça vaut pas l'échange avec quelqu'un de réel qui peut contribuer. Et j'ai l'impression que pour toi, en fait, ça a évolué comme ça, en fait. Oui, en fait, Valérie, elle est experte dans son domaine, en fait. Donc, elle représente plusieurs photographes, plusieurs artistes d'univers complètement différents. Et elle a vraiment une vision du marché, des tendances, et de par des projets d'autres photographes, tu vois. Souvent, ça se croise avec des photographes de mode ou des photographes de parfum ou autres. Parfois, ça peut lui donner des idées. On se dire, ah tiens, ça pourrait être pas mal pour Franck pour tel projet. Ouais, d'accord. Et donc, c'est vraiment des échanges. Donc, elle s'occupe vraiment de cette partie aussi commerciale. Comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de se vendre. Donc, elle s'occupe vraiment de cette partie de gestion des droits d'auteur, cette gestion de production. Moi, quand il y a un projet, j'ai juste à penser au shooting. Ouais. Quand je suis en shooting, si des clients demandent des devis, des choses, etc., Valérie s'en occupe pendant que je fais des photos, tu vois, où je suis en déplacement. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et effectivement, ouais, ça permet d'aller plus loin et ça t'oblige à toujours produire aussi. Parce qu'il faut sans arrêt avoir des choses à montrer. Donc, comme je disais, j'en ai besoin pour moi, parce que si je suis une semaine sans faire de photos, ça me déprime. Si je suis une semaine à faire des photos, mais il n'y a rien qui me plaît, ça me déprime aussi. Mais s'il y a une journée où j'ai pas forcément prévu de faire des photos et il y a quelque chose qui se présente et à la fin de la journée, j'ai des photos qui me plaisent, ça me fait ma semaine. Je suis content. Et pour revenir aux réseaux sociaux, c'est aussi le danger, c'est que du coup tu postes et quand les algorithmes font que c'est pas visible,
et que tu as très peu de likes, tu te dis, bah, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors est-ce que c'est les algorithmes? Ça m'est arrivé de sponsoriser des billets, pour faire des tests et tu vois que ça explose et tu te dis: «Ah bah non, c'est pas cool» et donc tu as ce risque aussi des fois de faire des images, qui en fait, quand tu as une image qui a énormément plu sur un réseau social, heu, tu dis: «Ah bah tiens, si je la fais comme ça se trouve je vais avoir plus de likes, quoi» et il faut faire attention à ça. Ne tu fais pas des images pour les réseaux sociaux, tu fais des images pour toi et et parfois, ouais, c'est un peu dangereux. Ouais, Mmh. mais c'est un vrai piège et je plaide coupable. Bon, ça m'arrive et ça m'arrive régulièrement et même si il y a d'autres choses positives, mais c'est vrai que c'est, ça peut être problématique. Mmh. Hem, quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée un peu en tant qu'indépendant, en tant que photographe, dans ces 20 ans de vie, en fait, professionnelle? La partie commerciale. Ouais, Vraiment, d'accord. vraiment, vraiment la partie commerciale parce que, c'est compliqué encore une fois de connaître sa valeur. Je sais qu'avant d'avoir Valérie, je facturais pas très cher. Je travaillais beaucoup avec l'agroalimentaire, et j'avais des clients qui, malgré que je facturais pas assez cher, enfin pas très cher, avaient l'impression que j'étais trop cher et sans arrêt négocier, négocier, négocier. Et tu as toujours ce syndrome de l'imposteur aussi, enfin ça c'est quelque chose qui revient tout le temps et comme tu as pas un diplôme en photo ou si tu regardes d'autres photographes et tu dis: «Ouais, mais eux, ils sont encore plus pros que moi» et cetera. Ouais. Et et du coup, je sais qu'au tout début que j'ai collaboré avec Valérie, on avait eu un projet pour l'univers du luxe, qui est arrivé en même temps, que notre collaboration. Et du coup, Valérie fait un devis, vraiment beaucoup plus élevé que ce que j'avais l'habitude moi de facturer et je lui dis: «Mais non, c'est trop». Mmh. Elle me dit: «Mais non, mais tu comprends pas, enfin, Franck, tu te rends pas compte, en fait, tu es pas assez cher, tu es pas cher». Je dis: «Bah oui, mais moi, quand je suis, devant le client, il me négocie pour, 50 balles, 100 balles et là, voilà, on est sur plusieurs milliers d'euros et elle me dit: «Mais non, mais je t'assure», voilà. Donc je lui dis: «Bah, de toute façon, c'est toi, c'est ton boulot, je te fais confiance» et effectivement, dans les 3 photographes qui étaient présentés aux clients, on était les moins chers et le directeur artistique avait dit: «Bah non, il faut s'aligner pour que le client puisse choisir, sur le book et pas sur les devis» et au final, on a eu la chance d'avoir le projet. Ouais. Donc tu dis: «Waouh» et en même temps, ça m'a mis une pression de dingue parce que je me dis: «Mais si le Mmh. client il paye ça, il s'attend à un truc de fou» Mmh. et ouais, ça a été très, très stressant. Ça s'est bien passé et le client, on continue toujours de travailler ensemble depuis. Comme Mais parce que et du coup, on en a reparlé, avec Valérie, plus tard et je lui dis: «Mais moi, j'aurais été tout seul, voilà, j'aurais demandé, peut-être, je sais pas, beaucoup moins». Elle me dit: «Mais tu aurais pas eu le projet, en fait. Ils t'auraient pas pris au sérieux» mmh. et et effectivement, parce que je connais pas cet univers. Enfin, toi, Mmh. moi, je suis une petite province, voilà, je travaillais avec des clients locals et aujourd'hui, c'est vrai que mes clients sont partout en France et ce sont des gros groupes internationaux et donc on est dans d'autres échelles et ça, j'ai découvert aussi avec Valérie qui m'a fait Mmh. découvrir ce 1er shooting encore une fois, pour ce même client. Valérie me dit: «Bah, il te faut un assistant, quoi». Je dis: «Mais j'ai pas besoin enfin, pourquoi quoi? Ouais, je me débrouille tout seul». Il me dit: «Mais non, mais si, il te faut un assistant, quoi». Je dis: «Bon» et du coup, j'appelle un pote, photographe aussi, graphiste, avec qui j'étais au Vietnam et je dis: «Bah, je tu veux être mon assistant?» Il dit: «Bah, ouais, ouais, ouais», et du coup, je dis: «Bah, je sais plus», il était payé bien sûr. Il dit: «Ah, je suis payé en plus?»
super. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, bah, je sais pas trop, on verra. Et puis en plus, on avait loué un studio, donc les assistants plateau déjà qui étaient là. Donc, c'est vrai que j'avais pas l'habitude, moi, de. En fait, sur des gros projets comme ça, moi, ce que j'ai appris, c'est que tu as le résultat final, mais tu vends aussi du rêve. Je sais pas si c'est du rêve, mais c'est un décorum, tu vois. Un beau studio, une grosse équipe, etc. Ça, les clients ont l'habitude de travailler comme ça dans cet univers-là, et donc c'est tout de suite un peu une machine de guerre. Et donc ça peut être un peu bizarre les premières fois, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et tu te dis, mais quand tu le connais pas, en fait, moi, au tout début, j'ai commencé la photo, il y a mon petit bidouillage dans mon coin. Je voyais des grosses prods comme ça, je me dis, mais jamais je ferais des choses comme ça, en fait. Et maintenant que j'en fais, je me dis, bah non, bah en fait, ouais, ça va, en fait. Je cap et ça se passe bien. Après, il y a prod et prod. Je fais pas sur des gros prods de production de mode internationale autres, mais, mais voilà, ouais, effectivement, vraiment cette difficulté du commercial et quand j'en discute avec d'autres photographes, c'est vraiment toujours cette même difficulté du fait qu'en France, il y a énormément de statuts de photographes. Selon ce que tu fais comme photo, tu as différents statuts. Moi, en tant que photographe auteur, par exemple, j'ai pas le droit de travailler avec des particuliers. Ok. Parce que je dois travailler avec des diffuseurs qui sont des professionnels. Et je peux pas faire, par exemple, donc des photos de mariage en tant qu'auteur. Il faudrait que je sois artisan pour travailler avec le grand public, faire de la photographie sociale. Et du coup, c'est pas les mêmes charges, c'est pas les mêmes façons de facturer. Tu vois, nous, on facture les droits d'auteur. C'est quelque chose de très particulier. Donc, j'ai ma prestation, donc la prise de vue en tant que telle, et la photo, en fait, a une valeur différente selon l'usage que va en faire le client. Donc, la photo m'appartient, toujours, même pour un travail de commande. Ouais. Même si je réponds à un brief, c'est ma photo. Et donc, la photo n'appartient jamais au client. Il a l'exclusivité pour l'utiliser parce que c'est lui qui l'a commandé. Mais il doit payer des droits pour une durée limitée, pour une zone géographique limitée et pour des supports limités. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont négociées. Et c'est un petit peu aussi mon fonds de commerce. Parce qu'aujourd'hui, même quand je travaille pas, que je fais pas des nouvelles photos, j'ai des clients qui régulièrement renouvellent les droits de photos qu'ils continuent à utiliser, même des photos d'il y a 10 ans. Ouais. On me dit, ah bah tiens, on veut encore des droits pour 5 ans, pour 1 an, pour 6 mois, pour une campagne précise. Et parfois, on peut aussi vendre des droits d'auteur juste pour une photo personnelle, par exemple, qui peut être utilisée pour illustrer un stand sur un salon en Italie ou que sais-je, pour une entreprise. Et donc cette notion de droit d'auteur est vraiment importante. Mais le marché est compliqué parce que certains photographes ne facturent pas de droit d'auteur. Et quand tu es client, quand tu es une entreprise et tu fais appel à un photographe, quand tu as un photographe qui te dit bah, vous faites ce que vous voulez avec les photos, et un autre derrière qui va te dire bah non, moi il faut ça, 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 bah, ça déséquilibre un peu la concurrence, pas la même. La concurrence n'est pas la même. Mais c'est une spécificité française qui fait ça. Et certains clients ont l'habitude, ils savent. D'autres font mine de pas savoir. Et voilà. Si aujourd'hui, au vu de ton expérience, tu devais conseiller toute personne, alors pas forcément photographe, mais qui se lance dans une activité similaire à la tienne, je le dis bien, pas forcément photographe, quel serait le ou les quelques conseils que tu donnerais
comme ça qui viennent à l'esprit instantanément? Je parlerais plutôt pour des métiers créatifs, du coup, parce que c'est quand même plutôt mon domaine et mon univers. Je pense que c'est pas mal de se spécialiser. Ok. Parce que de devenir expert dans un domaine, ça permet vraiment d'avoir une valeur ajoutée sur le marché. Et j'ai des clients, par exemple, des hôtels de luxe qui ont un photographe qui s'occupe des photos de chambre, des photos de l'ambiance de l'hôtel, l'architecture, etc. Mais ils font appel à moi pour la partie culinaire. Ok. Non pas que le photographe va pas savoir le faire, mais tu apportes une expertise et souvent les chefs demandent, ils veulent un photographe culinaire parce qu'ils savent que le photographe va savoir sublimer, on parle le même langage au final. Et donc, je pense que c'est quand même, ouais, c'est un plus. Alors que ça peut être dans n'importe quel domaine, bien sûr, hein. Mais alors le risque, c'est de s'enfermer, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'après, du coup, c'est plus dur d'en sortir. Mais si tu veux qu'on fasse appel à toi, il faut justement avoir une valeur ajoutée, il faut avoir une différence par rapport à l'autre photographe, en fait. Si tu travailles exactement de la même façon, si tu es un super bon technicien et que tu travailles alors du coup, je reviens à la photo. Si tu es un super technicien et que tu connais les règles de base pour éclairer un tel ou tel sujet, ça va être quoi ta différence avec l'autre photographe? Tu vois, par le prix ou ta disponibilité et autres. Donc, d'avoir vraiment cette expertise et ce regard va te différencier, que tu sois illustrateur ou graphiste ou autre. Et peut-être un deuxième point qui peut être important, c'est ne pas négliger son image de marque. On est aussi une entreprise et je pense que d'avoir une belle identité visuelle, c'est important. De faire appel à un graphiste, puisque c'est son boulot. D'avoir un super site internet qui tienne la route, qui est responsive. Ça, aujourd'hui, c'est la base. S'il peut être traduit, c'est encore mieux. Et d'avoir des jolies cartes de visite, de ne pas négliger cette partie-là, en fait. Et parce que c'est quelque chose qui reste. Tu vois, quand tu vas voir un client et que tu laisses une carte de visite qui est quali, il va la conserver, en fait. Si c'est une carte de visite lambda, elle va se mélanger avec toutes les autres et puis il va la faire. Et moi, je me souviens parce que ça fait assez longtemps, parce que j'ai toujours aimé la com. Donc ça fait assez longtemps que je fais des jolies cartes de visite, etc. Et je me souviens de quelqu'un qui avait oublié mon nom et qui se souvenait de dire: «Ah oui, c'était la carte de visite avec le chat». Ah non, ouais. Et je me suis dit: «Ah bah, tu vois, ça c'est ça marque, en fait». Ouais. Donc je pense que, ouais, ces 2 petits conseils-là pourraient être pas mal, même s'il y a, voilà, pas de règles et Oui, c'est sûr, mais c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Au moins, c'est à tester et merci pour les conseils. avec plaisir. Je pense qu'on arrive vers la fin du podcast. Ça fait déjà une bonne heure et quart qu'on parle. Comme Ça quoi. passe vite. Ouais, ça passe vite. Je pense que j'adorerais plonger dans les méandres de la création et tout ça, mais bon, je pense que ce sera potentiellement pour un autre podcast, un autre jour, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Franck, d'être venu sur le podcast. Merci à toi. Dernière question, que je la pose toujours. Si on veut te joindre, découvrir ton travail, où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on va? Alors, sur internet, j'ai un site internet, photographe-culinaire.net. Et sinon, les réseaux sociaux, Instagram, c'est Franck Hamel, tout attaché. Et puis, pareil, je suis sur LinkedIn, je suis plus sur Facebook, je suis plus sur Twitter. Mais voilà, déjà LinkedIn et Instagram, c'est pas mal. Il y aura les liens en description, bien sûr. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, je te dis à très vite alors. Merci François. Merci. Merci d'avoir écouté Pourquoi. Si cet épisode t'a fait réfléchir, n'hésite pas à le partager, à t'abonner et surtout, garde en tête cette idée. Les réussites qu'on admire naissent souvent
des questions qu'on ose se poser. Allez, je te dis à très vite pour de nouveaux parcours, une nouvelle voie et surtout un nouveau pourquoi. Parce que derrière chaque réussite, il y a un pourquoi.